Voilà, donc merci encore pour tous et je vais pouvoir présenter Christelle. Alors j'ai mon petit papier, hein, Christelle, pour te présenter, même si je te connais depuis pas mal de temps. Alors, en tout cas, voilà, toi tu me connaissais pas forcément. Moi je te regardais déjà, j'étais déjà fan avant que voilà. En gros, Christelle Lison donc est professeure à l'université de Sherbrooke. Donc peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs la connaissent. Alors, c'est une personne qui travaille dans le domaine des sciences de l'éducation, très connue dans le domaine des sciences de l'éducation. Ça fait environ 15 ans, hein, qu'elle explore un peu ces sujets-là. Ces sujets de préoccupation, entre guillemets, ces spécialités sont l'approche par compétences, l'évaluation des apprentissages, donc vous voyez, on est en plein dedans, et également le développement professionnel des enseignants, et bien d'autres choses encore, hein. C'est vrai que moi, je regarde depuis très longtemps ces conférences, et d'ailleurs, quand je donnais des cours à des étudiants, notamment à Rennes 2 en sciences de l'éducation, je les ai travaillés sur des contenus de Christelle, notamment. Voilà, donc elle est auteure de beaucoup d'articles, d'ouvrages, etc. autour de ces thématiques-là. Et puis, voilà, ce qui est intéressant avec Christelle, c'est qu'elle fait le pont aussi. C'est une personne qui fait le pont entre les institutions. Elle vient souvent en France, hein, d'ailleurs, pour le coup, moi, je l'ai déjà vue également en live dans des conférences. Donc, voilà, elle est très connue dans l'Hexagone. Et elle fait le pont entre les gens, entre les institutions, les ingénieurs pédagogiques, les chercheurs. Et finalement, alors moi, c'est plus peut-être un point de vue personnel, mais ce que je trouve intéressant avec Christelle, c'est qu'elle a quand même une approche très terrain, très terre à terre aussi, je trouve. Voilà, je vois que tu acquiesces, Christelle. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus intéressant parce que voilà, c'est concret, entre guillemets, même si ça se base quand même sur des choses très scientifiques à la base. Donc voilà, je ne vais pas forcément prendre plus de temps. En tout cas, écoute, Christelle, je vous remercie encore, hein, d'ailleurs, pour votre présence à tous. Et puis, Christelle, donc, ce qu'on va faire, comme on a dit, c'est en gros 40 minutes d'intervention, suivi de 20 minutes de questions-réponses. Il y aura des micros, etc. Donc, vous pourrez interagir. N'hésitez pas à noter vos questions, peut-être aussi pendant la présentation. Et puis, Christelle, est-ce que tu nous entends bien déjà? Bon, je vous entends super bien. Et toi aussi. Alors, elle nous vient de Montréal. Vous verrez là, un tout petit accent très discret. Vous verrez, vous allez voir, il est vraiment discret. Voilà. Merci en tout cas, Christelle. C'est à toi, du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager mon diaporama. Puis, s'il y a quoi que ce soit pendant la rencontre que ça ne fait pas exactement ce qu'on veut, vous me faites signe. Voilà. Donc, effectivement, je vais vous parler d'approche par compétence. Julien vous a dit, ça fait plus de 15 ans, donc on voit mon âge, hein. J'apprécie vraiment qu'il le mentionne de manière explicite, que je suis vieille maintenant. Mais en tout cas, effectivement, c'est des questions qui me passionnent et je crois beaucoup à l'approche de terrain parce qu'en effet, pour moi, c'est là que ça s'ancre dans la réalité. Hein, souvent, j'utilise l'expression, à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. C'est vraiment l'idée qu'il faut se mettre en action pour que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi d'intituler l'intervention, quand on l'a préparée avec notamment Stéphane et Julien, l'idée de les compétences des étudiants, de leur développement à leur évaluation. Puis, je vais tenter d'aller vous faire des focus aussi pour vous permettre de travailler cet après-midi en atelier. Donc, la première question quand même qu'on se pose, et ça paraît anodin, mais c'est important, c'est de quoi on parle quand on se parle d'approche par compétence. Ça fait un petit temps que vous travaillez la question, mais c'est vraiment essentiel pour moi que vous ayez une vision claire de quoi on parle. Alors, la première chose, puis je pense que c'est un essentiel dans ma façon de l'aborder, c'est un moyen et non une fin. Tu sais, l'idée, c'est pas que vous arriviez à la fin en disant « Super, IMT Business School, on a un check sur l'approche par compétence, c'est fait. » Bien évidemment, vous allez me dire « Ouais, mais si on le pense en accréditation des programmes, c'est une chose. » C'est vrai, mais il y a un élément important, c'est que ça reste un moyen pour favoriser les apprentissages des étudiants. Ce qu'on constate dans la littérature depuis les 20 dernières années, c'est que cette approche-là, qui n'est pas une approche complètement unilatérale, qui n'est pas dans une logique d'être pensée en c'est ça qu'il faut faire, qui est vraiment une approche qui a pour but de mutualiser, de diversifier nos pratiques dans une cible qui est favoriser les apprentissages des étudiants. Pas uniquement une approche en termes de développement de connaissances, et vous allez voir la différence que je fais ici. Le débat connaissances-compétences a été, parce que je pense qu'il était en diminution, très franco-français. C'est-à-dire que si on regarde les définitions de compétences, j'en ai choisi une, parce que vous le savez, mais nous, en sciences humaines et sociales, on aime bien des fois ergoter autour des termes, mais je dirais que toutes les définitions reprennent grosso modo les mêmes visions de ce qu'est aujourd'hui la compétence. Elle s'est affinée, bien évidemment, entre les débuts dans la fin des années 80
90 et dans le début des années 90, pardon, et aujourd'hui, on a une définition qui est plus stable, un concept avec des caractéristiques plus claires. On va parler d'un savoir-agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situation. Ça peut sembler un peu jargonneux, mais si on le pense, cette idée, c'est qu'on va mobiliser différentes ressources et les UE, les cours, les connaissances, ce sont des ressources qui initialement sont externes. Hein. Votre enseignement, c'est une ressource externe et l'étudiant va l'intérioriser, cette ressource. Le savoir que vous allez lui présenter, il va l'intérioriser, il va en faire une connaissance. Donc, je ne peux pas être compétent si je n'ai pas de connaissances. C'est bien évident qu'on est dans cette logique d'avoir des connaissances, mais on va dépasser ça. Le savoir-agir complexe, c'est plus qu'un savoir-faire, c'est plus qu'un savoir, c'est plus qu'un savoir-être. C'est une combinaison et l'étudiant va devoir aller chercher à l'intérieur finalement de tous ces savoirs qui lui sont proposés, des connaissances qu'il a, des activités, des réalités de terrain, des éléments pour pouvoir résoudre finalement une problématique dans une famille de situation. Si je finis un cours en ingénieur aéronautique, je ne suis pas ingénieur au sens large. J'ai des compétences dans une famille de situations. Donc, si on en regarde les caractéristiques globales, l'importance d'avoir une compétence, c'est l'idée d'un caractère intégrateur et combinatoire. Je vais avoir une multitude de ressources et je dois les mobiliser en même temps. Donc, on entre dans une logique très interdisciplinaire. On est dans un espace contextuel. C'est des contextes spécifiques. Alors, pas nécessairement gros comme ça. On peut être dans quelque chose de plus large. Mais une compétence, ça n'est pas automatisé. On n'est pas dans un réflexe. On est dans quelque chose où il y a un traitement cognitif de la part de l'étudiant. Et ensuite, c'est quelque chose qui est développemental et évolutif. Donc, tout au long de la vie, la personne va continuer à développer sa compétence. Vous, aujourd'hui, vous êtes bien plus compétent que ce que vous étiez en démarrant. Donc ça, c'est un élément important à ne pas perdre de vue quand on va se parler de qu'est-ce qu'on évalue. On est bien dans cette logique d'évaluer plus que des connaissances. Dans cette idée de compétence, et vous l'avez vu dans la démarche, hein, vous avez travaillé avec les fiches RNCP, vous avez défini des éléments de compétence, on est dans une démarche où l'idée, c'est qu'on est un collectif. On pense en équipe. AP, c'est pour approche programme dans le modèle de Loisy et ses collègues qui dit on a un projet de formation, on a une vision de notre diplômé. Où est-ce qu'on l'emmène? Notre diplômé, c'est pas juste quelqu'un qui sort avec un petit cumul de petites couches de connaissances, puis il n'a pas appris la couche du cours de Julien, on s'en fout, on reconstruit son saucisson. Non, ça marche pas comme ça. L'approche par compétence, c'est une intégration. Une intégration, on emmène l'étudiant avec notre vision du diplômé, des compétences qu'on a choisies. Peut-être que si j'étais à Centrale Nantes, il y aurait d'autres compétences, il y aura probablement des choses en commun, mais on va le colorer en fonction de qui on est, évidemment, comme établissement, comme programme. Ce sont des choix qu'on fait, des choix éditoriaux en tant qu'équipe enseignante, en tant qu'équipe d'un établissement d'enseignement supérieur. Et puis, on va travailler pour remonter avec les étudiants jusqu'où on les emmène. Alors, dans cette idée de démarche globale, évidemment, on peut se demander comment on le fait. Ici, je vous remets juste des gros blocs pour arriver à ma question de l'évaluation, vous l'aurez compris. Comprendre quand même que pour moi, il y a un enjeu aujourd'hui et quand vous allez être en atelier, j'aimerais ça que vous ne le perdiez pas de vue. Pour définir un savoir complexe chez les étudiants, pour l'amener à le développer, je ne peux pas être seule. Tu sais, ça ne peut pas être ah, ben Christelle, elle fait ça, Stéphane, il fait ça, Sophie, elle fait ça, Julien fait ça. Non, on est dans quelque chose où on forme une équipe. Et une équipe, c'est un collectif qui est défini avec des personnes qui sont permanentes, avec des personnes qui sont vacataires. On a dans cette équipe, bien évidemment, des enseignants-chercheurs, mais aussi des personnels administratifs, des personnels de la scolarité, les personnes qui nous aident au niveau des outils techniques. Nous formons tous ce collectif. On a tous notre part dans le chemin, y compris les étudiants. Évidemment, quand je suis un prof, je vais avoir, comme enseignant-chercheur, je suis cet homo academicus dont Bourdieu parle. Donc, je vais avoir des tâches de recherche, des tâches administratives ou de service à la collectivité. Mais j'ai quand même une vraie tâche d'enseignement quand on se parle d'approche par compétence. Le cœur, c'est être un homo pédagogicus. Et là, des journées comme aujourd'hui, elles vous permettent de vous développer aussi comme homo pédagogicus. Parce que si on veut aborder une nouvelle approche, comme l'approche par compétence, qui est quand même une transformation des métiers de l'enseignement supérieur, il faut qu'on soit capable d'être accompagné dans ce changement-là. Mais vous le savez comme moi, l'avantage d'être un enseignant-chercheur, c'est de fonctionner un peu comme une
comme des petits individus qui fonctionnent chacun d'entre eux. Sauf que je peux bien être Iron Man, puis Stéphane peut être Hulk, puis Sophie peut être Spider-Man. On reste des super-héros séparés. Pour devenir les Avengers, il va falloir penser en équipe. Pas juste dire « oui, mais moi dans mon cours, oui, mais moi dans mon UE, oui, mais moi. » OK, mais on ne peut pas juste être « moi. » Faut qu'à un moment, on ait un « nous ». Et cette pensée en équipe, c'est ce qui va vous fédérer dans les ateliers aujourd'hui. C'est important de penser en équipe, faire un pas de côté, puis se dire, attends, si je pense au personnel de scolarité avec lesquels je travaille, si je pense à ce type d'évaluation, comment ça marche au niveau des services de soutien, des services techniques, comment mon collègue, il évalue quoi? Donc, on est bien une équipe. Nous sommes collectivement responsables des compétences développées par les étudiants. Mais donc, collectivement, ça ne veut pas dire que ça m'est égal, puis moi, si je ne le fais pas, ben tant pis. Mais un collectif, c'est une co-responsabilité de ça. Donc, je ne suis pas la seule porteuse de ce poids de l'approche par compétences dans mon établissement. Nous sommes un collectif. Ça veut dire aussi oser un changement de paradigme. Cette idée des paradigmes, c'est les choses avec lesquelles on a un cadre. Hein, comme groupe, on partage un certain nombre de paradigmes. C'est l'idée de penser qu'avant, on était dans une logique très morcelée. Un individu, un cours, une UE, une évaluation, c'est réglé. On passe, on échoue, comme on le reprend. Dans l'approche par compétence, on est dans une logique beaucoup plus intégrée. On va fonctionner avec des éléments de connaissance, de savoir-faire, de savoir-être qui sont beaucoup plus intégrés que découpés comme mes tranches de saucisson. Ça fait en sorte que d'une part, je suis dans une approche très par unité d'enseignement, une logique très disciplinaire aussi. L'étudiant va avoir telle activité, tel UE, tel cours. Dans une logique d'approche par compétence, beaucoup plus de parcours, c'est-à-dire quel parcours mène à la vision du diplômé qu'on a, quel parcours mène à la diplomation de la personne. Ça nous amène à réfléchir à certaines choses, à se dire est-ce que les parcours qu'on propose sont viables? On n'est pas dans une logique cafétéria où je choisis mes cours à option, mais bien dans une logique construction de ma vision. Si j'ai des compétences, quel parcours, et là ils peuvent être multiples, l'étudiant emprunte pour atteindre l'attestation du diplôme qu'on lui fait, parce qu'il y a un engagement en tant qu'établissement de dire voilà le niveau de développement atteint par nos étudiants. Donc là, nous sommes en tant qu'enseignants, enseignants, chercheurs, les porteurs aussi de cette approche. On va attester à partir des activités évaluatives, mais aussi d'apprentissage qu'on fait à l'étudiant, ce qu'il va réussir à atteindre. Et donc, ça veut dire que quand je suis dans une approche UE, mais c'est l'étudiant qui met les morceaux ensemble. Hein. Il met les photos, puis il construit son album. Puis, si les photos du cours de Stéphane, il les a pas réussi, il les a oubliées, pas grave, il enlève la page, puis il refait autre chose plus ou moins. Ça veut dire que parfois, quand tu interviews les étudiants à la sortie de leur programme, hein, quand on va les regarder, ils nous disent des fois, mais non, pas du tout, j'ai jamais vu ça, ça ne me dit rien. Puis tu te dis, ben voyons donc, c'est dans le programme de formation. L'étudiant a juste pas mis les bouts ensemble. Quand je suis dans une approche par compétence, c'est nous, en tant qu'équipe pédagogique, qui expliquons les relations entre les contenus. On comprend pourquoi telle activité arrive à ce moment-là, pourquoi on propose un stage ici, pourquoi on met en place cette stratégie-là, pourquoi il y a un projet qui apparaît ici. Donc, on construit le parcours. Est-ce que ça veut dire que c'est parfait du premier coup? Non. Est-ce qu'il y a des moments où, quand on le regarde, on se dit « notre parcours n'est pas tout à fait logique ». Effectivement, je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, en accompagnant mes collègues en génie électrique et informatique dans leur approche par compétences, il y a quelqu'un qui dit, les étudiants nous reviennent beaucoup que telle activité pédagogique, quand elle apparaît, c'était un projet, ils n'ont pas encore eu certains cours qui leur permettent de réaliser le projet. Donc, finalement, ils vont chercher un peu par eux-mêmes l'information, puis quand arrive le cours, ils trouvent que c'est inutile. On a révisé la maquette de formation en se disant, OK, est-ce que ça veut dire qu'il faut donner certains contenus de formation, les amener à développer certains savoir-faire, certains savoirs à d'autres moments pour pouvoir leur permettre de réaliser le projet, qui est finalement une situation, vous allez le voir, d'apprentissage et d'évaluation complexe. Donc, on a révisé les choses. C'est jamais parfait en un coup. On se lance dans l'approche, on tente des choses. Il y aura peut-être des morceaux à aller revoir. C'est tout à fait normal. Mais rappelez-vous, c'est un moyen et non pas une fin. Donc, on est dans un work in progress. La vie fonctionne comme ça. On ne peut pas être toujours dans une logique de bonne réponse. La science ne fonctionne pas comme ça. L'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur non plus. Évidemment, quand on entre dans cette logique, il y a re-questionner notre diplômé. C'est qui notre diplômé
d'IMT Business School aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 20 ans. Ils sont pas les mêmes en entrant dans le pipeline. On peut pas être les mêmes en sortant. Tout à l'heure, vous allez aborder les questions de l'intelligence artificielle. On ne peut pas aujourd'hui faire fi de ces questions-là dans la formation des diplômés. Qu'à titre d'individu, vous disiez, ouais, je suis pour, je suis contre, tu peux bien faire ce que tu veux, mais on ne peut pas aujourd'hui penser qu'on va former quelqu'un qui va aller travailler demain matin, parce que rappelez-vous, on aimerait quand même qu'ils aillent bosser, ils vont payer une retraite, tous ces gens-là, donc il faut qu'ils travaillent dans une diversité de milieux bien plus large et diversifiée que ce qu'on pouvait imaginer aussi il y a 20 ou 30 ans, mais on va devoir la questionner. Les questions de transition écologique, les questions éthiques qui apparaissent de responsabilisation sociale. On n'a jamais eu autant de questions vives aujourd'hui et on le sent chez les étudiants. On sent même une certaine angoisse planétaire autour de certains éléments et je vous assure que quand on est en Amérique du Nord en ce moment, il y a énormément de questions qui viennent sur la table. On sent que les personnes qui suivent des études se posent des questions bien plus larges parfois que nos éléments de contenu. Ça fait partie de la réalité. Il faut qu'on le pense dans une approche globale. Une approche globale, c'est comprendre qu'on a évidemment une compétence et vous avez travaillé avec les fiches RNCP, vous les avez retravaillées, vous les définissez et on va finalement le descendre jusqu'à arriver à pouvoir les évaluer. Et c'est là qu'on va travailler. Qu'est-ce qu'on évalue? Ce ne sont pas les compétences en elles-mêmes, ce sont les acquis d'apprentissage, vous allez voir, qui vont nous permettre d'inférer le niveau de compétence des étudiants. Donc, dans cette approche globale, j'ai évidemment un référentiel métier. Où est-ce que j'emmène mes étudiants? C'est l'idée, comme je vous disais, de où est-ce qu'ils vont aller à la sortie de notre diplôme. Puis là, vous allez me dire, oui, mais peut-être que j'ai un étudiant qui va aller travailler dans une banque après avoir fait le programme chez nous. Tout à fait, mais ça n'est pas les métiers auxquels vous les avez préparés. Ils peuvent aller dans une diversité de milieux, mais vous avez quand même une vision de où vont vos diplômés. J'ai mon référentiel de compétences et puis je vais avoir mon référentiel de formation et d'évaluation et c'est ça sur lequel on va faire le focus ici. Première chose pour faire le focus, c'est, rappelez-vous, on fonctionne dans un alignement. J'ai des contenus de formation, j'ai mes acquis d'apprentissage, qu'est-ce que je vais clairement travailler avec mes étudiants, j'ai mes activités pédagogiques, j'ai mes stratégies d'évaluation et tout ça doit être aligné. Comment je m'assure que j'ai une cohérence entre mes morceaux? Comment je m'assure que ce que j'évalue, c'est bien ce que je dis que j'évalue et que je permets vraiment aux étudiants de le travailler? Je suis en cohérence. Et tout ça, c'est soutenu aujourd'hui par les outils numériques, par l'intelligence artificielle, par les environnements numériques d'apprentissage, par les logiciels que vous pouvez mettre à leur disposition. Et là, on doit trouver un alignement. Est-ce que c'est simple? Non. Est-ce que ça nous amène à être bousculés? Oui, très clairement. Mais je pense que c'est une occasion de ne pas perdre de vue qu'on est dans un contexte. Et ce contexte-là, on n'en est pas nécessairement les porteurs. Vous faites des choix institutionnellement, vous faites des choix comme établissement, mais il y a plein de choses qui arrivent de l'extérieur qui fait que notre contexte est en mouvement. L'important, le focus que vous allez faire en cette Académique D, c'est de vous rappeler qu'on est là pour l'apprentissage des étudiants. On n'est pas là pour vous dire, ben là, vous allez faire ça, puis dire, ben là, mais ça m'ennuie, mais machin. Rappelez-vous, notre cœur de métier comme enseignant-chercheur, comme personnel travaillant dans un établissement d'enseignement supérieur, c'est l'apprentissage des étudiants. Est-ce que ça veut dire que des fois, on les bouscule? Oui, sachez-le, il y a des étudiants qui trouvent que l'approche par compétence, c'est bousculant parce qu'on les pousse à leurs limites. Ce que la recherche nous démontre, c'est qu'apprendre, ça ne se fait que dans le gap qu'on a. C'est entre notre sentiment d'incompétence conscientisée et réussir des choses qu'on fait les apprentissages. Si on me laisse dans une espèce de routine où je ne suis jamais bousculée, je ne fais pas de réels apprentissages et clairement pas des apprentissages durables et en profondeur. Donc oui, on va les bousculer, mais cet alignement, je l'ai au niveau de mes activités pédagogiques, mais je l'ai au niveau de ma maquette de formation. Comprendre où est-ce que je vais au complet dans mon programme de formation. C'est ça l'approche par compétence, c'est cette vision globale, ne plus se penser comme un individu qui donne une UE à intenter, mais comprendre comment je participe à cet espace collectif et comment mes activités pédagogiques permettent le développement. Donc j'ai un alignement évidemment au niveau de chaque activité et un alignement global. Et peut-être que là, vous allez dire, hey, Hirsch, cette compétence-là qu'on avait mise, là, elle ne fait pas beaucoup de sens à ce moment-ci, elle n'est pas travaillée dans ce UE-là. Dans tous les programmes de compétences que j'ai ou accompagnés ou menés dans ma propre institution,
on a eu des révisions, on est revenu à la planche de travail. Rappelez-vous, c'est un moyen, mais pas une fin. Bien évidemment, il y a des moments où j'étais comme « ça y est, c'est fini, c'est réglé, basta, cosy ». Mais ça n'a pas toujours marché comme ça. Il a fallu réviser parce que l'épreuve du terrain, elle te dit « allô cocotte, c'était super bien sur papier, là, mais ça marche pas là. Il va falloir qu'on se remette un petit peu au travail. » Mais quand on a des bases qui sont solides, on avance puis on est capable de le faire. Rappelez-vous, on entre maintenant dans ce fameux volet des évaluations. L'évaluation, je veux vous dire d'abord que c'est la pierre d'achoppement de tous les enseignants du préscolaire, donc à la maternelle, à la formation en entreprise, à la formation dans les universités des aînés. C'est la partie sur laquelle on n'est pas très sûr. C'est vraiment une partie sur laquelle la majorité des enseignants se disent « Ich, je ne sais pas si j'évalue bien ce que je dis évaluer. Est-ce qu'il y a dans nos établissements des gens qui ont échoué et qui auraient dû réussir? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi et qui auraient probablement dû échouer? Oui. Mais on a tous fait de notre mieux. L'évaluation, c'est pas simple et c'est extrêmement affectif. On touche une bulle où on se dit « oui, mais ». Et je vous dirais qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions parce que l'intelligence artificielle vient clairement faire trembler ce que ma collègue Isabelle Lisset appelle les piliers du temple. Mais oui, on s'est beaucoup posé de questions. Et là, on a deux espaces. Est-ce qu'on revient en arrière puis on se dit, bon, on va faire des examens sur table de 2 heures sans rien, puis voilà, on va régler le problème, mais on n'évaluera pas de compétences? Ou bien est-ce qu'on se dit, comment je suis capable de réviser les choses et ça va être tout l'intérêt de vos ateliers? Rappelez-vous, vous ne ferez pas pire que ce que vous faisiez avant. Vous allez avoir des idées, vous allez vous nourrir. Faites-vous confiance, vous allez avancer dans la bonne direction. Première chose importante, je vous ai dit tout à l'heure, quand on se parle de compétences, ayez des mots communs pour ne pas vous chicaner à travers des rencontres avec peu de sens. Qu'est-ce que l'évaluation? C'est un processus. L'évaluation, ça n'est pas la notation. Ça n'est jamais la notation. C'est des fois ça dans la tête des étudiants, mais ça n'est pas ça. C'est un processus complet. Un processus qui consiste en fait en le recueil d'informations sur les apprentissages qui ont été réalisés par l'étudiant et on le fait à la fois dans une perspective formelle et informelle. Le formel, c'est la note, mais des fois, quand vous circulez dans les équipes, par exemple, lors de travaux, lors de TP, lors de TD, lors de projets, quand vous allez les voir une fois en stage, des fois, tu dis « Ich, me semble l'étudiant, il n'est pas sur la bonne piste, mais je ne vais pas lui mettre une note, je vais lui donner du conseil, je vais lui expliquer. » Donc ça, c'est de la perspective informelle. Encourager un étudiant, lui dire « ouais, t'es en bon chemin », l'aider à se réaligner. Tout ça, c'est une forme d'évaluation. L'évaluation, ça n'est pas une note. Cette évaluation, à partir des informations recueillies, je vais les interpréter, je vais porter un jugement et là, je vais prendre une décision. Mon jugement, ça peut être ma notation. Ma décision, ça peut être l'étudiant réussit son semestre ou au contraire échoue son semestre. Notre rapport à l'évaluation, il est très culture dépendante. Au Québec et en France, nous sommes dans deux systèmes opposés. Au Québec, la notion d'échec existe, mais elle est très rare. La notion de doubler une année n'existe pas réellement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et le fait d'avoir des notes qui seraient plutôt basses serait un signe de mauvaise santé du côté aussi de l'enseignement au Québec. Donc, ce sont des enjeux, par exemple, quand on va accueillir des étudiants, on va traduire les notes françaises en échelle québécoise. Selon les établissements, il y a des regards de notes et il va y avoir une translation. Au Québec, avoir 14, ça n'est pas une bonne note. L'étudiant ne serait pas admis dans un programme de maîtrise. Donc, vous comprenez qu'on est souvent dans des adaptations. Donc, la note, qui peut sembler tellement objective, est très loin d'être objective. Puis, pour vous dire, dans mon établissement, et c'est le cas au Québec, en fait, on va avoir une note sur 100 qui va être traduite en lettres, qui va être ramenée sur une moyenne de 4,3. Bienvenue dans l'objectivité et le travail pertinent. Mais quand on est en maternelle, on trouve que nuages, soleil et pluie, neige, c'est un peu n'importe quoi. Il faudra qu'on m'explique en quoi toute notre traversée est beaucoup plus objective et claire que nuages, soleil et pluie. Donc, vous le voyez, c'est toujours subjectif. L'évaluation est toujours subjective. Ce qu'on va essayer, c'est de l'instrumentaliser pour la rendre la plus objective possible, être capable de soutenir notre point de vue, être capable d'expliquer pourquoi on a posé ce jugement et pris cette décision. Et puis, pour ce faire, on va utiliser
différents outils technologiques. Parfois pas du tout, parfois énormément. À l'heure actuelle, on a, vous vous en doutez évidemment, des tests où c'est l'intelligence artificielle qui corrige certaines productions des étudiants. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que les choses vont s'améliorer? Oui. Comment est-ce qu'on l'appréhende? Donc, comment est-ce qu'on positionne à l'heure de l'IA notre rapport à l'évaluation? Nous ne pouvons plus le penser de la même manière qu'avant, parce que si vous souhaitez faire évaluer un produit complexe, il se peut très bien que l'IA le produise. Vous pourriez voir comment vous allez transformer les choses. Est-ce que pour le moment, on est parfait? Non, mais on est clairement en mode réflexif et je pense que c'est important comme collectif, on se mette en marche. Et puis, rappelez-vous, le but du processus évaluatif, c'est de permettre aux acteurs de l'établissement, nos collègues enseignants, enseignants-chercheurs, les personnels de l'administration, mais aussi en bout de ligne, la personne détentrice du droit de diplomation, d'attester des compétences développées par l'étudiant. C'est quand même ça le but de l'évaluation. C'est pas de voir s'ils ont bien appris, c'est-à-dire au sens de répéter ce qu'on leur a dit en classe. Tu sais, si l'étudiant il a été un bon petit perroquet puis qu'il a recopié sur sa fiche tout ce que tu as dit en classe, ça ne veut pas dire qu'il a fait des apprentissages. Attention, réussir un examen ne signifie pas apprendre. Je peux échouer et avoir appris beaucoup de choses, je peux réussir et ne pas avoir appris grand-chose. Dans mon parcours de vie, j'ai fait une maîtrise en psychologie et donc j'ai commencé par un bac en psychologie et puis pour tout vous dire, l'équivalent de la licence. Et quand j'ai commencé, j'avais eu un super cours de psychologie du langage sur lequel j'ai retenu 3 choses. Le prof s'appelait Michel parce qu'il avait le même prénom que mon père. Deuxièmement, Frédéric de Saussure. Troisièmement, monème et phonème. 45 heures de cours, 16 sur 20 à l'examen. Vous reconnaîtrez avec moi que mes apprentissages ont été relativement limités, mais j'ai eu une bonne note. Donc, vous voyez bien, la note n'est pas le reflet des apprentissages réalisés. Quand on se parle d'évaluation et d'approche par compétence, on va parler de trajectoire de développement. On va passer du novice jusqu'à l'expert. Vous, aujourd'hui, dans la salle, vous êtes des experts de votre domaine. L'étudiant qui rentre, il est un novice, un intermédiaire, dépendamment d'où on se situe dans notre programme. Évidemment, tout au long de notre formation, on va amener l'étudiant à devenir de plus en plus compétent. Souvent, les programmes vont aller du novice au compétent. On s'entend que pour le reste, c'est la formation continue qui va jouer, c'est les expériences dans les lieux de milieu qui vont jouer. Nous, on a une cible. On ne peut pas emmener l'étudiant jusqu'au bout, mais on va l'emmener se développer cette trajectoire de développement au fur et à mesure de son processus. Donc, l'évaluation, elle est pensée comme une trajectoire ou des trajectoires de développement. Dans cette idée-là, on va donc avoir une diversité de fonctions de l'évaluation. Je me permets de le mettre en lumière parce que c'est quand même un élément important de se dire, des fois, je peux faire de l'évaluation diagnostique. C'est là que je vais cibler les connaissances antérieures de l'étudiant. Où est-ce qu'ils en sont? Je vous donne un exemple concret que j'ai mené avec une collègue à l'équivalent des STAPS. Elle donnait le cours en première année sur l'anatomie. Elle donnait le cours en deuxième année Anatomie Plus, où les étudiants continuent leur développement. Un des éléments qu'elle soulevait, c'était de dire les étudiants qui arrivent dans le cours 2 n'ont pas réalisé des apprentissages en profondeur du cours 1. Et ça me pose un problème parce qu'il y a des contenus fondamentaux qui ne sont pas maîtrisés, qui ne sont pas nécessairement compris. Et donc, quand on entre dans la deuxième partie, ça pose un enjeu. Donc, par exemple, on a fait un test diagnostique au début du cours où les étudiants on a ciblé 5 concepts clés. Il y a 3 questions par concept. C'est un quiz. C'est un quiz qui ne compte pas. Il n'y a pas de note. Mais on dit aux étudiants, voilà, en fonction de la note que vous avez, c'est-à-dire sur le quiz, vous pouvez considérer que si vous n'avez pas au moins 80%, vous ne maîtrisez pas suffisamment les concepts pour pouvoir poursuivre le cours suivant. Donc, on a déposé sur le Moodle, c'est l'environnement numérique d'apprentissage de l'université chez nous, les quelques éléments fondamentaux qui peuvent leur permettre de solidifier leur première connaissance et savoir-faire de certains contenus. Et là, après, elle dit, vous pouvez construire le reste. Ça, c'est de l'évaluation diagnostique. Je peux avoir une évaluation formative. Par exemple, quand j'accompagne des étudiants dans un projet, je vais leur donner des indications. Il n'y a pas de notes, je vais les aider. Si je lis un travail, je peux dire, hey, cette section-là, voilà comment tu devrais la retravailler. On est dans l'idée de permettre à l'étudiant
de travailler certaines sections, d'aller plus en profondeur, de se réaligner aux besoins, ou ça peut être parfait, tu t'enlignes bien vers où il faut aller, continue ton exercice. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas noté. Je suis vraiment dans une perspective d'apprentissage. Je peux avoir une évaluation sommative, elle va valoir des points à un temps T. Et puis, je peux avoir de la certificative. Je vous dirais qu'elle est plus rare, évidemment, dans les programmes, mais au niveau des compétences, elle pourrait être ça. Ce sont des éléments qui ne peuvent pas être échoués. Ils mèneraient à une exclusion de programme. On va le trouver parfois comme les stages qui sont du certificatif avec presque un piece of fail. Tu sais, si tu l'as, c'est parfait. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas continuer. On va voir ça parfois avec le mémoire. Dans certains programmes, la thèse va être un certificatif. Tu es obligé de la réussir. Tu ne pourrais pas compenser. Et là, vous me voyez venir avec l'évaluation par compétence. Tardif vous dirait, on ne peut pas pratiquer la compensation. Effectivement. En tout cas, certainement pas entre compétences. Je vous dirais qu'à l'intérieur des compétences, et vous l'aurez compris, je ne vends pas de tapis, je pense qu'il faut trouver des adaptations. Mais effectivement, il y a des compétences qui ne peuvent pas se compenser. Je ne peux pas compenser des éléments qui n'auraient pas de sens entre eux. Pensez à vos compétences de vos fiches RNCP ou à celles que vous avez travaillées. Il y a des compétences qui sont non compensables. Je ne peux pas dire, je prends l'un, je remplace par l'autre, c'est correct. À l'intérieur, je peux peut-être trouver des adaptations. Pour mener mes 4 fonctions évaluatives, je vous ai dit, c'est un processus, il y a toujours une démarche. Ma démarche, je la résume ici à l'idée que je planifie mon évaluation. Qu'est-ce que je vais évaluer? Comment je vais l'évaluer? À quel moment je vais évaluer? Qui je vais évaluer? Je vais collecter mes informations à proprement parler. Je vais aller chercher mes données. Et là, je me permets un petit clash sur les évaluations des contrôles continus. Mais le contrôle continu qui avait pour base d'amener les étudiants dans une logique de travailler tout le temps est devenu parfois un petit jeu de mini-quiz. 3 points, 5 points, 4 points, 6 points. Ce qu'on sait, c'est que les étudiants ne s'engagent pas dans ce type de choses. L'idée dans l'approche par compétence, c'est pas d'évaluer plus qu'avant. C'est d'utiliser l'approche par compétence pour réaliser des évaluations plus complexes à la place de. Donc, n'entrez pas dans une logique infinie de collecte d'informations. Il faut avoir une vision bien plus complexe et globale du processus. Je vais analyser et interpréter les données. Ça aussi, si je fais des évaluations toutes les semaines, vous êtes tout le temps en correction. Je ne sais pas vous, mais moi, s'il y a bien un truc qui m'écoeure dans la vie, c'est les corrections. Est-ce que j'haïs ça? Pour ne pas faire ça, il ne faut pas que j'entre dans cette logique de micro-petites choses. Quand j'encadrais des vacataires, notamment, il y en a qui me disaient, j'arrive pas à corriger, j'arrive pas à corriger. Quand je regardais leur planning, je disais, mais en fait, tu passes ta vie à les évaluer, donc tu passes ta vie à corriger. Oui, mais c'est pour les engager. Non, ça ne les engage pas parce que les étudiants, au bout d'un moment, sont écœurés, font le minimum, ils vont aller vers ce qui vaut le plus de points. Soyons stratégiques. J'espère que vous aussi, tout comme moi, nous l'avons fait quand nous étions étudiants. Il y a quand même une stratégie qui se met en place. Vous portez un jugement et vous décidez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, première chose, c'est quand on se parle de compétences, on va formuler ce qu'on appelle des acquis d'apprentissage. Je vous ai mis un exemple ici des collègues de l'INSA, mais les acquis d'apprentissage, ce sont les attendus de la formation. Donc, c'est l'idée qu'on est à la fin du cours, de l'activité, du programme, qu'est-ce que l'étudiant pourra faire, qu'est-ce qu'il va vraiment être au cœur de l'action. Donc, on est avec un verbe observable, avec un objet, on est dans une famille de situations, dans un contexte. L'idée, c'est d'améliorer la lisibilité de formation. Non pas une liste de contenus, mais vraiment des éléments qui vont nous permettre de comprendre à travers un énoncé ce que l'étudiant pourra faire. Comment ce sera quand il aura validé cette compétence, cette UE. Donc, il faut que ce soit clairement évaluable. Quand je dis observable, on n'est pas juste au sens d'observer avec ses yeux, là, mais évaluable, observable avec des critères. Donc, vous le voyez, nos collègues à l'UC Louvain et à l'UHA, ils disaient on va donc toucher des connaissances, des compétences potentielles, des aptitudes, des capacités, des comportements, des qualités, des savoir-faire, des savoir-être. C'est des choses tangibles. Chez vous, vous l'avez dans l'idée des micro-compétences. Les micro-compétences qui sont pour moi des formes d'acquis d'apprentissage. Puis c'est pour ça que je vous disais ce qui est important, c'est s'entendre comme collectif sur le vocabulaire. Vous dites, ça correspond à des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être précis.
comme la maîtrise d'un logiciel, la rédaction d'un rapport, la conduite d'un entretien. On est à quelque chose que je peux observer. Comme enseignant, je peux donner mon jugement là-dessus. Mes acquis d'apprentissage, je vais donc les développer en niveau. Ici, j'ai pris un exemple qui est le référentiel de logopédie des collègues de l'Université de Liège. Ils ont leurs compétences, assumer la responsabilité de la prévention dans le domaine des troubles relevant du champ d'action du logopède. Vous aurez compris que ça fait plusieurs fois que je l'utilise, je le connais bien. Et puis, ils ont 3 niveaux, eux. C'est un programme sur 5 ans. Ils ont 3 niveaux, novice, intermédiaire, compétent. Ils ont développé ce que ça veut dire pour chaque niveau et ils ont des acquis d'apprentissage différents pour chacun de leurs niveaux. Je me suis permise de faire l'exercice avec un de vos référentiels. Il est très imparfait, puis vous constaterez que je me suis permise des fois des petits retours. J'ai choisi la compétence agir en tant que professionnel et citoyen pour répondre aux grands enjeux des transitions écologiques, sociales et économiques. J'y ai vu 2 niveaux, mais c'est ma vision. Vous comprendrez à partir des fichiers Excel que j'ai récupérés gentiment fournis par Julien. J'ai donc mis un niveau novice et compétent, prendre en compte la complexité de son environnement de travail, prendre des décisions responsables dans le cadre de sa fonction. Et je me suis permise d'essayer d'aller chercher des acquis d'apprentissage, proposer des levées d'action, entraîner l'adhésion des parties prenantes. Puis vous voyez en dessous, j'en ai choisi 4. C'est un exercice bien imparfait que j'ai fait de l'externe. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est possible de le positionner. Puis là, on peut voir à partir de ça, où est-ce que je l'évalue et comment je l'évalue. Si je l'évalue à travers des stratégies d'évaluation multiples et variées. À nouveau, un exemple concret ici, celui de mes collègues à la faculté de génie électrique et informatique. Vous le voyez, eux, pour y arriver, alors ils parlent des qualités de l'ingénieur. Il faut savoir qu'ils ont un bureau d'accréditation des programmes de génie au Canada. Donc, vous comprenez qu'on a un enjeu francophone-anglophone et que les anglophones ne se posent aucune question sur l'idée de compétences. Donc, ils ont mis qualité pour rejoindre tout le monde, mais nous sommes bien dans la définition de compétences. Ils ont choisi des stratégies d'apprentissage et d'enseignement. L'objet aujourd'hui, ce n'était pas de vous de parler de ça, mais eux ont fait des choix, vous le voyez, diversifiés. Et ils ont une diversité de stratégies d'évaluation en équipe et individuelle. Vous le voyez, ils ont des examens pratiques, écrits, des projets, des rapports. Ils ont de l'évaluation par les pairs, ils ont des stages, ils ont des plans de développement, ils ont du formatif, du sommatif. Vous le voyez, ils ont de la production d'apprentissage par problème et par projet. Ils ont une diversité. C'est les multiples évaluations qui mènent au chemin. C'est à travers toutes ces observations qu'on peut inférer le niveau de compétence des étudiants. Donc, c'est normal de ne pas avoir beaucoup de compétences et qu'elles vont être observées dans différentes activités pédagogiques, dans différents cours. Je ne peux jamais avoir une compétence, une UE. Je pourrais avoir un acquis d'apprentissage, une UE, mais ça serait très limite. Normalement, on va au moins le regarder à travers plusieurs activités. Donc, dans cette idée-là, j'ai repris l'exemple de logopédie, mais on pourrait faire le même exercice avec ce que j'avais défini chez vous. Ils ont leur niveau de développement, leurs apprentissages critiques, puisque vous voyez dans les colonnes où on voit les carrés gris et les carrés rouges, ce sont ce qu'on appelle les ressources. Si je le traduis, les UE. En fait, ce sont les activités pédagogiques où cet acquis d'apprentissage est évalué. Donc, vous le voyez, identifier les dispositifs de prévention, il est dans une activité. Il y en a comme identifier les ressources et réseaux d'aide qui sont à travers 3 activités, certains à travers 4, certains à travers 5. Ça dépend de l'activité. Au début, on est un peu dans notre logique de croisement, on va mettre des croix partout. Au fur et à mesure, on va épurer pour dire mais qu'est-ce qu'on évalue vraiment du point de vue noté. Et donc là, non pas dans une perspective formative, où je peux le faire dans plein d'activités pédagogiques, mais si je regarde au point de vue d'attestation de développement de compétences. Et ils vont développer des SAE, les fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation. Je vous reviens sur ce que c'est une SAE. Une SAE, c'est une tâche authentique qu'on va organiser pour permettre le développement de compétences. Donc, les étudiants vont faire une production. Elle peut être matérielle, elle peut être immatérielle, mais on est globalement dans une production d'un contexte professionnel potentiel. Donc, elle fait du sens pour l'étudiant. Elle lui demande de choisir dans ses ressources internes et externes. Elle lui demande de se réaligner par rapport à l'objectif. Et bien évidemment, il y a le regard d'un expert, des profs, des pairs. On est vraiment dans quelque chose qui oblige l'étudiant à s'engager. Il doit apprendre dans l'action. Il est vraiment engagé dans cette tâche-là. Donc, ça ne peut pas être
qu'un examen, vous le comprenez, ça peut être une diversité de choses. Alors, dans les diversités, je vous ai choisi quelques exemples issus des travaux de Préjean, Bernard et Cosanitis, mais vous le voyez, une œuvre, une expérimentation, une expo, une clinique, une simulation, des cas, des présentations dans un colloque, des projets, des stages. J'ai mis des petites flèches bleues à ce qui me semblait plus propice dans vos contextes, mais ce n'est à nouveau que ma traduction à partir de ma compréhension de certaines choses. Donc, vous le voyez, il y a une diversité de possibles. Ce n'est pas que le portfolio. Le portfolio, c'est un outil possible, une formulation possible pour travailler des SAE, mais je peux en avoir une diversité. Ce qui est important, c'est que l'étudiant soit engagé dans cette tâche-là, qu'on soit dans une logique de production qui vous permette de dire « Ah ben oui, quand je regarde, voilà à quelles compétences cette SAE permet de faire des développements. » Donc oui, votre rôle est essentiel en tant qu'enseignant. C'est une évaluation qui est beaucoup plus complexe et qui va demander à l'étudiant beaucoup plus de réflexion. Évidemment, plus elle va être complexe, moins l'IA va pouvoir le faire à sa place. Plus elle va être simple, plus l'IA va pouvoir le faire à sa place. Donc, vous avez un enjeu au niveau de la formulation de vos compétences, des attendus de la compétence, de quel produit parle-t-on? Donc, choix d'une SAE, quel livrable vous attendez des étudiants, comment ça fait le lien avec mes acquis d'apprentissage, comment je m'assure que ça nous permet de les évaluer, quelles ressources l'étudiant va être invité à mobiliser, celles qu'il a, mais peut-être même à côté, et puis, votre scénarisation de l'activité. Vous en êtes les détenteurs. Personne ne peut le faire à votre place. L'IA peut peut-être vous aider à la scénariser, mais vous allez devoir lui donner toutes les bulles qui lui permettent de faire une proposition intelligente. Donc, l'IA ne pourra rien faire sans vous. On va être dans la construction d'une consigne. Mais est-ce qu'elle peut vous produire quelque chose? Oui. Et donc, cette fameuse IA, rappelez-vous, je me permets de relever quelque chose, c'est que, oui, près de 40% des étudiants universitaires au Québec auraient déclaré avoir plagié pour au moins un travail durant leurs études. Donc, il va falloir aller avec des choses qui soient plus complexes. On était en 2018, imaginez aujourd'hui en 2025. Ça ne diminuera pas. Pourquoi? Parce qu'un étudiant reste un étudiant, puis vous savez quoi? Nous aussi, on le fait quand on est étudiant. C'est important d'être dans une posture de qu'est-ce que je lui demande, que ça fasse du sens. On sait que plus ça fait du sens, moins l'étudiant va vers là. Donc, on doit changer notre culture évaluative. Il ne faut plus le penser comme un simple contrôle. Plus les étudiants ont la perception que c'est un enjeu, puis que c'est dangereux, puis que s'ils ratent, c'est la fin de leur vie, plus ils ont tendance à plagier. On sait que les tâches entraînent une angoisse et que l'angoisse entraîne des stratégies de détournement. Toute la littérature nous le prouve. Donc, c'est ça qu'on doit changer si on ne veut pas se faire avoir en tant qu'enseignant, parce que la frustration de corriger un truc produit par un IA, je l'ai, vous l'avez, je le comprends. Tout comme ça me frustrait quand l'étudiant prenait le travail d'un autre étudiant ou demandait à sa mère de faire le travail. C'est juste que sa mère était une IA sérieusement moins rapide. Mais en vrai, c'était déjà l'utilisation d'un autrui. C'est sûr que Claude ou ChatGPT sont beaucoup plus rapides que la mère de la plupart de nos étudiants. Mais on est bien dans cette perspective de changement de culture et c'est ce que vous allez faire cet après-midi. Il y a des outils et je pourrais les fournir à Julien si vous êtes intéressé, mais mes collègues Joséanne Côté et Mélanie Cabana au Centre de services de soutien ont développé un outil, une espèce de grille pour nous permettre de réfléchir à est-ce que mon évaluation est vulnérable aux outils des intelligences artificielles génératives et vous allez pouvoir avoir des idées avec la grille. C'est très concret, il y a des questions qu'elle vous pose et ça peut vraiment vous aider. Est-ce que c'est magique? Non. Est-ce qu'il faudra encore avancer? Oui, mais je pense qu'on a pris la problématique et qu'on est en réflexion. C'est certainement pas se mettre la tête dans le sable qui va nous permettre d'avancer. Alors, il y a des guides qui sont proposés pour des activités, vous le voyez, ça c'est mes collègues à la HEC, hein. L'idée c'est pas de vendre mon établissement, mais c'est de voir qu'on est là-dedans. Vous constaterez d'ailleurs aussi que c'est une ressource éducative libre, donc elle est utilisable, modifiable, améliorable, et il vous donne des idées. Moi je vous le dis, profitez-en de ce qu'il existe ailleurs. Vous êtes en mode construction, allez voir ce que les autres font, c'est évidemment une bonne stratégie. Alors, pour évaluer, rappelez-vous qu'il va vous falloir des grilles d'évaluation. Voilà un exemple que le LabSet donne où on voit que l'étudiant va de la compétence non validée. Ici, on est sur un portfolio parce qu'il y a des traces manquantes, il y a un problème de validité, il y a un problème d'authenticité, jusqu'à une validation, on voit, et ça décompose en fait qu'est-ce que l'étudiant a. Donc, par production, ça va nous demander de créer des grilles. Oui. Est-ce que ça va prendre du temps? Oui. Est-ce que quand elle est bien faite, c'est un gain évaluatif? Oui.
Est-ce qu'on en diminue la subjectivité? Oui. Est-ce que ça donne beaucoup plus d'informations à l'étudiant dans une pratique d'autorégulation, d'amélioration? Oui. Je l'ai testé avec un collègue en droit, par exemple, où on a développé une grille pour la création de dissertations qui faisait appel à plusieurs disciplines. Il souhaitait que les étudiants fassent l'exercice à 3 reprises. Quand ils sont 200, c'est extrêmement long à corriger. Avec la grille critériée, il a gagné énormément de temps. Il a une évaluation qui est beaucoup moins soumise aux biais habituels, la fatigue, les biais intracopie, on a diminué. Et en plus, comme les étudiants avaient la grille, ça leur permettait de travailler en dehors. Ils ont même pu faire de l'évaluation par les pairs où certains étudiants ont accepté d'évaluer des copies des dissertations de leurs pairs et on a vraiment été dans une production commune. Donc, c'est efficace. Julien, je vois le temps, je termine, ne t'en fais pas. Je voulais vous montrer des choses très pratiques, justement, pour vous revenir dans l'idée de mobiliser des grilles qui existent. Celle-ci, c'est nos collègues à la HESSO, donc en Suisse. Vous le voyez, c'est une filière en soins infirmiers. On voit leurs compétences, je voulais vous montrer. Ils ont le niveau novice qu'ils ont défini. Et puis, vous voyez, ils notent tout ce que ça veut dire le niveau novice. Considère la personne au centre, organise ses activités, hiérarchise. Vous voyez qu'en bas, leur appréciation globale, donc eux, c'est une SAE observée. Ils vont mettre acquise, en voie d'acquisition, non acquise, et ils savent que les critères qu'ils doivent observer, c'est au-dessus. Vous le voyez, c'est celle de première année. Même compétence, rôle du leader. Niveau intermédiaire, donc on est plus loin dans la trajectoire de développement dont je vous ai parlé. Des autres critères, évidemment. Hein. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler leurs acquis d'apprentissage. Les commentaires, 3e année, de nouveau la même compétence, le niveau compétent plus complexe, les observations. Donc ça leur permet d'utiliser finalement, avec la même compétence, bien évidemment, on illustre leur trajectoire de développement et les acquis d'apprentissage qui apparaissent. Ça, c'est une SAE où ils vont pouvoir avoir la même grille qui est partagée par toutes les personnes qui vont évaluer cette SAE. Alors, pour ne pas conclure et ouvrir aux échanges, je vous rappelle que l'approche par compétence et son évaluation, par moments, c'est difficile. On a vraiment l'impression d'avancer dans la boue. On se dit, mais j'y arriverai jamais, c'était quand même bien simple, mon examen, c'était facile. Mais en fait, quand on va y arriver, rappelez-vous qu'on est dans une logique de collectif. On est tous dans le même bateau. C'est pas juste vous comme individu assis ici, c'est nous tous. Parce que le développement des compétences des étudiants, parce que l'évaluation de leur trajectoire de développement, c'est une activité collective. Je ne vous dis pas de retirer tout le poids de vos épaules parce que vous allez devoir vous aussi la traverser la boue, mais dites-vous que c'est ensemble qu'on va l'atteindre, l'approche par compétence. Ce moyen, c'est pour permettre des apprentissages durables de qualité chez les étudiants et s'assurer que nos diplômes, ils aient de la valeur aujourd'hui comme établissement d'enseignement supérieur. Je vous remercie beaucoup, puis j'ai hâte d'échanger avec vous. Je ne vous entends pas, Julien, par exemple. Là, tu m'entends, ça va? Oui, c'est bon, je t'entends. Ben, merci beaucoup, Christelle, pour cette énergie et cet engouement, en tout cas. Je pense que ça a vraiment inspiré beaucoup de personnes. Donc, comme tu l'as dit, on est un peu contraint niveau timing, mais je vois qu'on a encore un bon quart d'heure de questions-réponses. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le micro si jamais les personnes peuvent lever la main pour ceux qui ont des questions. Ou des commentaires. Vous ne pouvez rien me jeter de là-bas au bout. Donc, je n'ai pas de crainte. Puis, je vous laisserai bien évidemment mon PowerPoint. Puis, je peux vous partager les liens vers les trucs concrets pour les IA, pour les grilles, avec grand plaisir, évidemment. Et ce qu'on fera, si tu veux bien, c'est qu'on traduira également toute ta présentation en anglais avec un petit Agent. Tu connais Agent pour traduire directement en anglais? C'est parfait. Donc, on enverra aux collègues anglophones. Merci. C'est parfait. Je n'ai pas pensé, j'aurais pu vous faire le diaporama en anglais puis l'échange en français. Alors, il y a Yerzi que je t'en prie. Oui. Un grand merci pour la présentation. Quand la chose qui me frappe quand la plus importante innovation, à part de compétences, c'est l'idée de la collaboration. Alors, enseignement comme un travail collectif. Dans la recherche dans laquelle je fais partie, ça, dans les organisations qui s'orientent dans cette manière, ça prend toujours beaucoup de temps. L'échange d'informations, l'échange des idées. Alors, est-ce que vous
fait des idées. Comment on fait l'espace pour cet échange, l'espace pour partager Mhm. Mais vous avez tout à fait raison quand vous mentionnez l'espace de collaboration dans une approche par compétence. Et je vous dirais que c'est l'un des grands enjeux de l'approche par compétence, mais pas que. Et vous me permettrez une toute petite digression. Quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais sur les innovations pédagogiques et curriculaires et dans les modèles d'innovation, il y a un enjeu qui est la collégialité entre les acteurs. Et je vous dirais que l'analyse des terrains nous démontre que la plupart des innovations qui échouent, je vais revoir la plupart pour de nombreuses innovations qui échouent, sont dues à la difficulté de collégialité entre les acteurs. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est collectif, mais on ne l'est pas vraiment. Et c'est l'enjeu dans les établissements d'enseignement supérieur. On est un peu comme une troupe de chats. On est tous d'accord de suivre les autres si on est les premiers et qu'on va dans notre direction. Et puis, je peux me permettre de le dire, je fais partie de ce collectif parce qu'on a été mindé là-dedans. On a réussi avec et malgré le système, dans un système compétitif. Donc, c'est vraiment une transformation de notre mindset. Pour y arriver, il faut que nos établissements nous offrent des espaces collaboratifs. Utiliser nos réunions pédagogiques pour des vraies rencontres pédagogiques, pas pour discuter de est-ce qu'il nous reste du papier dans l'imprimante. Être vraiment dans une logique de discuter les questions éducatives. Ça veut dire accepter de ne pas entrer dans un espace de jugement, d'être capable de travailler en équipe. Maintenant, on ne peut pas travailler à 50, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va proposer souvent, et quand on va créer des SAE, par exemple, c'est de se réunir 3-4 collègues, commencer un premier jet, et puis de le mettre à la critique des pairs, mais au sens bienveillant du terme ici, quand je parle de la critique des pairs, c'est-à-dire dire aux collègues, OK, nous, on a fait un premier jet, on va vous demander de le bonifier. Puis d'avoir des équipes qui nous permettent finalement de co-construire ensemble, mais par petits groupes. Dans les transformations de ce type-là, on va souvent avoir un porteur de ballon, quelqu'un qui est notre identifié. Ça peut être notre référent pédagogique, ça peut être notre directeur de département, mais pas nécessairement. On prend une personne qui devient un peu l'interlocuteur avec lequel on travaille. Et puis, on va avoir quelques coporteurs, c'est nos suiveurs de premier plan, ceux qui sont là pour tenir aussi le fort quand ça ne va pas. Et puis, c'est avec ce petit groupe qu'on travaille, puis on va aller vers la collectivité. Et dans cette collectivité, on peut aussi avoir des moments où on sort de notre collectif de groupe. Proposer à quelqu'un de la scolarité de regarder si, tiens, ce qu'on propose, est-ce que ça fonctionne dans l'échéancier? Proposer à quelqu'un des systèmes techniques, est-ce que si on fait ça, c'est faisable avec l'environnement numérique d'apprentissage qu'on a? Proposer à des étudiants de dire, si on vous propose notre formulation d'évaluation comme ça, est-ce que vous comprenez ce qu'on attend de vous? Par exemple, en en sciences dentaires, à l'Université de Strasbourg, ça avait été le problème. Quand ils ont créé leur SAE, les premières ont été des échecs. Les étudiants étaient méga angoissés. Ils se sont rendus compte qu'ils ne comprenaient pas les consignes, donc on les avait mal préparés au niveau des stratégies pédagogiques. Donc, on a révisé des choses, on a fait du formatif. Et par moment, vous pourriez même aller voir en entreprise si les critères et indicateurs sur des évaluations font du sens, notamment comme la SAE, c'est des stages. Donc, vous voyez, on va être dans une logique plus petit collectif, plus grand collectif. Mais il va falloir avoir effectivement du temps et des espaces pour le faire. Parfois, on en a plus que ce qu'on pense, mais c'est surtout une reconnaissance de ce travail-là que nos collègues souhaitent souvent et qui parfois est un petit peu passé sous le tapis. On ne veut pas nécessairement de l'argent, on veut au moins qu'on reconnaisse le travail fait pour la collectivité. Est-ce que ça répond en partie à votre question? Des fois, je m'emballe. Oui, merci. Très bien, merci Yarzi pour la question. Merci Christelle. Alors, d'autres questions? Commentaires, choses que ça évoque chez vous. Il y a une question ici. Saïd. Je vous remercie pour votre présentation. Je renouvelle les compliments de mon collègue. C'était vraiment très dynamique et très riche. J'avais un peu une question générale, c'est-à-dire on est souvent confronté à des sujets où on doit bien sûr évaluer une compétence, mais quand même des connaissances qu'on devrait mesurer et s'assurer qu'ils ont bien compris certaines choses, qu'ils ont bien fait le lien entre certains concepts. Oui. Parfois même s'assurer qu'ils ont bien compris la définition d'un concept, notamment en management ou en choses comme ça. Comment est-ce qu'on s'arrange dans ces situations-là? Quelle est votre expérience là-dessus? Merci. Effectivement, vous avez raison. Ce qu'on constate par contre, et là, je reviens avec notre posture évidemment d'enseignante, des fois on a la perception qu'on doit tout contrôler, tout évaluer,
tout vérifier. Et on constate que finalement, ça amène les étudiants à faire beaucoup d'apprentissage de surface, à nous donner le minimum et à compenser. Ça crée beaucoup de frustration chez nous. On a parfois l'impression qu'on a mis beaucoup de temps et que les étudiants n'ont pas réalisé les apprentissages. Je pense que vous avez raison. Par contre, dans chaque activité pédagogique, on a des concepts où on se dit, ça, il faut qu'on s'assure qu'ils le maîtrisent bien pour pouvoir aller dans une situation plus complexe. On a deux stratégies. Soit on a quelques concepts clés, puis on se dit, ça, on doit les vérifier par un système plus basique d'approche par connaissance, et on l'assume au complet. Ça peut être via des tests, ça peut être via des quiz, mais on va faire des choses qui sont moins chronophages pour nous, moins chronophages pour les étudiants. Si on est dans de la compréhension, une situation moins qui nous permette de valider la compréhension et non pas juste la répétition de la définition, par exemple. Mais par contre, vous pourriez aussi l'avoir dans la SAE où ce qui est proposé fait en sorte qu'il y a une obligation de démonstration de leur compréhension. Et ces SAE-là peuvent être un peu moins complexes. On peut être seulement 2 disciplines ou 3 disciplines qui partagent des mêmes concepts et où le fait de mettre en action le concept va nous démontrer sa compréhension ou non. Par contre, et là on a un enjeu, c'est qu'on va avoir des étudiants qui des fois vont échouer à cette SAE parce qu'effectivement, c'est un manque de connaissance ou de compréhension à la base. Donc des fois, leur permettre en formatif de valider leur connaissance ou leur compréhension, c'est-à-dire pas par une note, mais par exemple avec des quiz sur la plateforme, ça peut être une stratégie. Et là, vous pourriez, et là-dessus, vous allez voir que des fois, je suis un petit peu raide, mais des fois, les collègues me disent, ouais, mais moi, je fais des trucs, puis mes étudiants ne le font pas. Puis je dis, ben, je comprends. Mais dans l'apprentissage, apprendre, c'est un acte qu'on fait seul, au contact d'autrui. Mais vous ne pouvez pas faire apprendre un étudiant. Vous pouvez mettre en place les conditions qui favorisent son apprentissage, mais s'il fait le choix de ne pas s'engager du point de vue cognitif, du point de vue conatif, c'est-à-dire en temps, du point de vue affectif, il y a quelque chose qui lui appartient. Et ça, il va falloir être bien plus explicite que ce qu'on est d'habitude parce qu'on est très gentil avec les étudiants. On dit, oh, pauvre lapin, ça n'a pas bien été. Non, non, mais attends, là, tu dois t'engager. Donc, ça se peut que vous fassiez des tests puis que vous leur disiez, ça compte pas. Il n'y aura pas de points. Mais si vous ne maîtrisez pas les concepts, arrivés à la SAE, ça se peut que ça ne fonctionne pas et ça vous appartient de vous engager. Donc, vous pourriez aussi avoir des choses, et on le voit des fois dans des banques de questions que les collègues développent, l'utiliser. Alors, pour avoir des banques de questions gratuites, entre guillemets, parce que ça nous prend du temps de construire, quand j'enseignais à des grands groupes, je proposais aux étudiants à la fin de certaines séquences qui travaillaient sur des modèles, sur des concepts, je leur disais, proposez-moi 2 questions d'examen sur un petit papier. Et en fait, j'avais une banque de questions que les étudiants me construisaient au fur et à mesure. Et quand vous faites ça pendant 4-5 ans, j'ai une collègue de chimie à l'Université d'Orléans qui m'a dit, tu as tellement une bonne idée, elle avait 300 étudiants. Elle me dit, tout le monde ne va pas remplir son petit papier, mais je vais en avoir beaucoup. Et vous allez voir, les questions se complexifient au fur et à mesure, les étudiants comprennent de plus en plus et elle les utilisait même pour ces questions d'examen. Elle reprenait des problèmes concrets produits par les étudiants, donc ça peut nous aider. Donc parfois, je vais faire de la vérification de connaissances quand je le sens le besoin, mais vraiment de manière très pointue. Parfois, je vais les intégrer en SAE. Est-ce que ça répond à votre question, chers collègues? Super. Merci. On va prendre une dernière question, je pense, ou peut-être 2, mais ce sera. Ouais, je vous promets d'être plus courte et rapide. Mais je suis très emballée, vous l'aurez vu. Ça se voit. Benoît, je t'en prie. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. C'était en effet très intéressant et stimulant. En particulier, moi, est-ce que vous avez dit quelque chose sur le fait de, quand on réfléchit en disciplinaire, parce qu'on réfléchit en disciplinaire, c'est difficile de faire autrement, c'est aux étudiants de recoller les morceaux. Oui. Et en fait, c'est hyper important. Et par exemple, je fais des cours de stratégie. En stratégie, si on ne met pas un peu de finance dedans, il manque quand même beaucoup de choses. Mais comme je ne fais pas les cours de finance et que je ne sais pas exactement quand ils les font, bon, donc ça, c'est un point sur lequel je reviens parce que je pense que c'est très, très, très important. J'ai 2 questions. Une première question, c'est j'ai l'impression. En fait, à vous écouter, je me demande, est-ce que vous pensez que, in fine, l'évaluation va prendre plus de place ou moins de place au total? Et moi, en approche par compétence, vous voulez dire? Et dans l'approche par compétence et avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui, on peut imaginer des vidéos, tout un tas de choses. Oui. Moi, j'ai un peu l'impression que ça va prendre, que ça a vocation à prendre plus de place. Mais je veux bien avoir votre avis là-dessus. Et j'ai une deuxième question très spécifique. Vous avez dit qu'il ne peut pas y avoir de compensation, et vous avez été très précise là-dessus, très nette, il ne peut pas y avoir de compensation entre les compétences.
comme il y en aurait entre les disciplines. Ma question est simple, pourquoi pas? Mais ce sont d'excellentes questions. J'espère que vous avez 3 heures devant vous parce qu'évidemment, je suis méga emballée. Je vais même revenir sur votre premier commentaire sur la question de l'interdisciplinaire que vous posez. C'est un grand changement en approche par compétence que vraiment d'avoir cette vision du programme. C'est-à-dire, où est-ce que mon activité pédagogique apparaît par rapport au reste, comment elle contribue aux compétences, comment les autres contribuent. Et vous avez raison, ça aussi, c'est un changement de notre métier, d'avoir non plus une vision en silo, mais de comprendre qu'on participe à un parcours de formation. Donc, c'est un vrai changement. Il est important, mais c'est une vraie valeur ajoutée et il va vous permettre vraiment de mieux lier vos morceaux. Vous avez tout à fait raison. L'approche par compétence, est-ce qu'elle va demander plus ou moins d'évaluation au regard des IAG? Elle va nous en demander, à mon avis. Moi, normalement, l'APC avait pour but de faire moins d'évaluation, c'est-à-dire dans une perspective de faire confiance aux collègues que c'est à travers les situations complexes qu'on va valider les différents éléments de connaissances et de compétences des étudiants. Maintenant, je comprends que ça n'est pas facile de les laisser. Ce sont des évaluations beaucoup plus complexes à construire. Donc, ce qu'on a vu actuellement, c'est beaucoup des systèmes d'entre-deux, une diminution au niveau des UE, mais souvent une SAE un peu plus large qui va se créer. Par contre, là où vous avez raison, c'est que les IAG vont nous demander une révision vraiment de nos processus et je pense qu'on va aller beaucoup plus dans une logique d'échange avec les étudiants et notamment au niveau de l'informel. Je ne suis pas sûre qu'on va en noter plus, mais je pense qu'on va beaucoup plus discuter des processus et donc des apprentissages réalisés par les étudiants au niveau du traitement cognitif vraiment qu'ils font et même métacognitif, c'est-à-dire réfléchir à comment ils ont traité l'information que ce qu'on faisait avant, parce qu'on ne pourra plus se baser uniquement sur le produit. Le produit va être trop, en tout cas à l'heure actuelle, et très honnêtement, les premières recherches autour aussi des logiciels qui permettent de détecter les productions avec une IAG amènent beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Donc, pour le moment, on ne sera pas capable de les utiliser très clairement et je pense que ça nous pose des vraies questions éthiques. Donc, vous voyez, ma balance va être sur le plus sur certains aspects, sur le moins peut-être sur les aspects sommatifs. Et justement, cette idée de compensation que vous soulevez, c'est parce que souvent, les compétences sont des unités très uniques en elles-mêmes. C'est-à-dire que si on pense à la compétence que vous aviez, vous, dans votre programme, sur les transitions écologiques, elle était formulée, laissez-moi juste une seconde que je la retrouve, agir en tant que professionnel et citoyen pour répondre aux grands enjeux des transitions écologiques, sociales et économiques. D'autres compétences que vous avez ne font pas du tout appel au développement des mêmes éléments en termes d'acquis d'apprentissage. Donc, c'est comme si elle touchait 2 objets complètement différents. Ça aussi, ça va peut-être vous permettre de diminuer votre nombre de compétences, c'est-à-dire que quand on voit que nos compétences ne sont pas uniques en soi, qu'elles sont un peu perméables, ça veut dire qu'on va pouvoir aller la resserrer. C'est pour ça que c'est non compensable. Par contre, dans plusieurs programmes, ce qu'on voit, c'est à l'intérieur d'une même compétence, il y a des activités pédagogiques qui vont se compenser, mais les compétences en elles-mêmes, et là, je pense à des programmes qui ont des fois 4, 6 compétences pour l'ensemble du programme de formation de 3 ou 5 ans. Les collègues de logopédie, par exemple, que vous avez, ont 5 compétences extrêmement différentes les unes avec les autres. On en a une comme agir en tant que professionnel, puis assumer la prévention, étant 2 choses complètement différentes, elles ne sont pas compensables, c'est en ce sens-là. Est-ce que ça répond à votre question ou à vos questions? Parfait. Alors, merci beaucoup Christelle pour tout. On va devoir conclure. Alors, un gros applaudissement pour Christelle parce que vraiment c'est super. Merci à vous. Merci aussi pour la confiance due à distance. Je sais que Stéphane, tu aurais voulu que je sois là, puis j'aurais vraiment voulu être là. Si j'avais pu, j'aurais été là, mais merci pour la chance de m'avoir laissé intervenir à distance. On avait la chance au niveau technique, là, on a un super son, vraiment une super image, donc on est vraiment chanceux aussi là-dessus. Merci encore Christelle. Et puis, écoutez, pour tout le monde, on va se retrouver en J03, finalement, pour l'atelier, où vous avez 10 minutes chrono pour vous y rendre. On est assez dirigiste là pour cet après-midi, comme ça va très vite. Mais voilà, tout le monde sait à peu près où c'est, vous suivez le mouvement. Et puis, on va continuer ensemble ce travail et passer maintenant au concret, entre guillemets, sur la mise en application. Merci encore. Bonne création à vous, les collègues. Merci, à bientôt. Christelle. Merci à vous.